Bonjour, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, et en fait plus spécifiquement dans cette nouvelle série de vidéos où on va parler de certificats, on va parler d'SSL, on va parler d'X509, bref, on va parler d'échange de clés et d'échange de certificats sur Internet. Donc ce sera une vidéo, ce sera une série de vidéos qui sera découpée en plusieurs parties, qui peuvent être vues indépendamment les unes des autres, mais qui globalement nous permettront de détailler un peu plus comment fonctionne ce mécanisme-là, et notamment comment fonctionne ce mécanisme-là sur Internet. Aujourd'hui, je vais vous parler des mécanismes de base de l'authentification TLS et SSL, en fait, plus spécifiquement de l'authentification par certificat. L'idée, c'est, on va venir en fait discuter de ce que c'est qu'un certificat, on va venir discuter de à quoi ça sert, et on va venir discuter de l'implémentation des certificats dans un des protocoles les plus connus du genre, et notamment sur le web, qui est le protocole SSL, enfin TLS-SSL. L'idée, concrètement, qu'est-ce que c'est un certificat? Un certificat, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une méthode d'authentification. C'est une méthode d'authentification forte, donc par un système de clés, où le principe c'est que entre deux interlocuteurs, on va avoir un échange qui va se faire, mais pas seulement un échange de clés, mais vraiment un mécanisme qui va permettre autant de chiffrer que d'identifier les différents intervenants d'un échange. Bah oui, parce que un échange de clés standard, par exemple un échange de clés symétrique, ça me permet de chiffrer les données qui sont à destination de quelqu'un d'autre. Par exemple, le mécanisme de la valise, bah, je mets quelque chose dans ma valise, je la ferme à clé. N'importe qui a la clé peut ouvrir la valise et récupérer la donnée. Ça, c'est le chiffrement. Par contre, l'identification, c'est ce qui me permet de savoir à qui je donne ma valise. À qui est-ce que je donne l'information que je viens de chiffrer. Bah ça, uniquement avec de la clé, on peut pas le faire, alors que justement, les certificats, ça permet de faire ça. Autant d'identification que du chiffrement. Alors, on va venir parler aussi de concept d'autorité de certification, justement, c'est-à-dire qui valide les certificats et comment. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que basiquement, le mécanisme de certification, c'est basé donc sur différents types de normes. La norme la plus standard du genre, c'est la RFC, donc 5280. Le chiffre est pas clé, mais ça permet d'aller voir un peu plus le détail en fait de comment c'est écrit, de comment c'est conçu. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc des certificats, c'est des données, en fait c'est une ressource, un fichier, qui contient un certain nombre de choses, donc des clés, voilà, des solutions d'identification, des signatures, etc. Et selon le type de clé, selon le type d'identification, selon le type d'utilisation aussi, on va avoir différents types de certificats. Nous, aujourd'hui, on va beaucoup se concentrer sur certificat X509, qui sont un des types de certificats liés justement au SSL. Mais voilà, on peut imaginer ça sur tout un tas de types d'autres utilisations et des types de certificats, il y en a plein. Globalement, pour comprendre les certificats, il faut commencer par comprendre ce que c'est qu'une autorité de certification. Une autorité de certification, bah en fait, du point de vue échange, c'est simple, c'est une entité dans mon réseau, sur internet, n'importe où, qui est habilitée à émettre et à valider des certificats. C'est-à-dire que le mécanisme de certification, très souvent, c'est ce qu'on appelle les mécanismes par tiers de confiance, c'est-à-dire que si A veut communiquer avec B, bah, tous les deux, ils vont se baser sur une troisième entité C qui va leur servir d'intermédiaire et qui va valider ou non les certificats de A et de B. Ça, c'est l'autorité de certification. C'est l'entité sur mon réseau, sur Internet, n'importe où dans l'échange, qui est responsable de valider et de certifier mes certificats. C'est aussi, dans certains cas, c'est pour ça aussi qu'on vient parler de certificat auto-signé. Certificat auto-signé, ça veut dire que moi-même j'ai émis un certificat que j'ai signé, que je donne à mon interlocuteur, mais du coup je suis pas passé par une autorité intermédiaire, c'est moi-même qui l'ai signé. Ce qui veut dire que mon interlocuteur il va être au courant que je l'ai signé moi-même, et il peut donc dire, bah par exemple, non, si je suis pas passé par une autorité de certification dédiée, il refuse mon certificat. C'est le principe du certificat auto-signé. Des autorités de certification, il y en a plein, certaines qui sont publiques et très connues, d'autres qui sont privées. Évidemment, bah, toutes les grandes entreprises d'informatique, par exemple, ont des autorités de certification assignées. Donc, vous citez Microsoft, Apple, Google. Évidemment, tous les experts
et toutes les entreprises responsables d'édition et d'audit de sécu, donc on peut citer Symantec, Avast, Kaspersky, Let's Encrypt, bref, tout un tas d'éléments. Il y a aussi des autorités de certification qui existent en tant que telles. Par exemple, il y a des autorités de certification étatiques. Il y a des autorités de certification qui sont limitées à certains contextes, ou par exemple qui peuvent être limitées à une entreprise, etc., etc., etc. Globalement, comment ça marche une architecture de certificat, donc basée sur un mécanisme de clé publique, justement, et une émission gestion de certificats. Donc, je rappelle, le principe de la clé publique, c'est de dire, bah, c'est une clé qui, comme son nom l'indique, est partagée avec tous mes interlocuteurs, et tous les interlocuteurs à qui je m'adresse, qui ont la clé, sont capables de chiffrer ou de déchiffrer les informations que je leur envoie. C'est le même principe, donc c'est une valise avec un cadenas, bah, tous les gens qui ont la clé qui est partagée peuvent ouvrir la valise pour récupérer l'information qui est dedans, ou au contraire, mettre de l'information dans la valise. Le principe des mécanismes à clé publique, c'est tout simple, c'est que tous les interlocuteurs qui ont la clé ont accès au contenu, et donc si j'arrive à voler la clé, j'arrive à voler le contenu. Par contre, l'avantage, c'est que c'est très facile à mettre en place, c'est pas très coûteux, et sur tout un tas de cas de chiffrement et d'échange, ça fonctionne très bien. Donc, dans le cas d'un mécanisme d'échange à clé publique, comment ça marche? Donc, on imagine qu'on a un échange entre un client et un serveur. Donc mon client il est là, mon serveur est ici, et ici j'ai mon autorité de certification. Donc dans un premier temps, mon serveur va faire une requête d'obtention d'un certificat à mon autorité de certification. Mon autorité de certification va identifier le serveur et lui répondre en lui renvoyant un certificat. Une fois que ce certificat est émis, mon serveur il le garde. Donc en général un certificat ça a une durée de vie limitée dans le temps. Mais tant que cette durée de vie est active, ce certificat, il est gardé par le serveur. Ça veut dire que mon serveur ne redemande pas un certificat à chaque fois qu'il y a un nouvel échange. Moi, en tant que client, je viens faire une requête d'authentification auprès de mon serveur. Mon serveur me renvoie son certificat. Une fois que j'ai le certificat du serveur, je fais une requête auprès de l'autorité de certification où j'envoie le certificat que je viens de recevoir. L'autorité de certification valide le certificat que je lui ai envoyé. À partir du moment où l'autorité de certification valide le certificat, ça veut dire qu'elle valide l'authentification du serveur. Et donc, je peux envoyer des données que je chiffre avec la clé qui est dans le certificat du serveur, et mon échange peut avoir lieu. Donc ça veut dire qu'au final, c'est simple, je demande à mon serveur un certificat qu'il a demandé auprès de mon autorité, et je valide ce même certificat auprès de mon autorité de certification. Les certificats X509, ce sont des certificats très classiques dans le monde du web. Ce sont notamment les certificats qui sont derrière HTTPS, donc la version chiffrée de HTTP. Et l'idée de ces certificats-là, c'est que ce sont des certificats à clé publique. Ça veut dire entre autres que dans le certificat que je reçois, il y a la clé publique de mon interlocuteur. Donc il y a la clé de chiffrement public de mon interlocuteur. L'avantage des certificats X509, mais je vais y revenir, c'est entre autres qu'ils permettent de faire de la certification croisée. C'est-à-dire que je peux me baser sur un certificat qui vient d'un acteur, qui a été validé par un autre certificat d'un autre acteur, qui lui-même a été validé d'un autre certificat, et ainsi de suite. Je peux créer des chaînes de certification comme ça. Ça, je vais y revenir dans le détail, mais ça me permet de faire donc ce qu'on appelle de la certification croisée. Qu'est-ce qu'il y a concrètement dans un certificat X509? Alors, c'est les informations majoritaires, après il y a un certain nombre de petites options, il y a un certain nombre de petits paramètres variables, mais à minima il y a la version du protocole X509 utilisé, le numéro de série du certificat, l'identifiant de l'algorithme utilisé pour générer le certificat et pour générer les clés, donc est-ce que c'est du RSA, est-ce que c'est autre chose, le nom de l'émetteur du certificat, donc dans notre cas ce sera le nom de l'autorité de certification, la date de début et la date de fin de vie de mon certificat courant, le nom du sujet, donc le nom de la cible de mon certificat, les informations liées à ma clé publique, donc l'algorithme de génération et la clé, la signature du certificat et l'algorithme utilisé pour générer cette signature. Autrement dit, c'est un fichier qui contient entre autres ma clé publique, mais aussi les dates de validité de cette clé, la signature pour valider que le certificat est correct, etc. Globalement, un certificat, dans le détail, ça ressemble à ça. Donc voilà, vous voyez,
si j'ouvre mon fichier, je retrouve bien mon numéro de version, mon numéro de série, l'algorithme utilisé, l'autorité de certification qui a généré mon certificat, les dates de validité, le sujet, donc la cible de mon certificat, l'algorithme de ma clé publique, alors là évidemment j'ai abrégé, mais la clé publique de ma cible, éventuellement des extensions et mes signatures. Voilà à quoi ça ressemble. L'avantage du protocole X509 aussi, c'est qu'il permet de faire ce que l'on appelle des listes de révocation. Les listes de révocation, c'est quoi? C'est ce qui permet de déterminer auprès de l'autorité de certification des cas où je peux invalider un certificat. Invalider, ça ne veut pas dire qu'il c'est pas expiré, ça veut dire que mon certificat il n'est pas sorti de ces dates de validité. Non, il y a une raison extérieure qui me permet de dire, bah non, voilà, l'hôte est compromis, ou une autre raison qui fait que le certificat que le serveur m'envoie n'est plus validé par l'autorité de certification. Ça, c'est pas possible dans tous les protocoles de certification, mais c'est possible dans X509. C'est aussi pour ça qu'on s'en sert beaucoup. Des raisons, du point de vue de l'autorité de certification et dans le certificat, en fait, l'autorité de certification va venir spécifier la raison pour laquelle le certificat est invalidé. Ça peut être une raison générale, ça peut être parce que la clé est compromise, ça peut être parce que l'autorité de certification affiliée a changé, etc. Bref, il y a tout un tas de chaînes de raisons possibles pour qu'un certificat soit invalidé, et X509, justement, dans le certificat, permet de spécifier ces raisons. Je vous en parlais, X509, ça permet de faire de la chaîne de certification. La chaîne de certification, c'est quoi? Ça veut dire que je vais avoir un certificat qui va pouvoir être validé par un autre certificat, qui lui-même va pouvoir être validé par un autre certificat, et ainsi de suite. Donc, chaque certificat va devenir à la fois le valideur du certificat suivant dans la chaîne. L'avantage de ça, c'est que si moi je dispose par exemple d'un serveur qui m'envoie un certificat qui a été signé par un autre certificat dont je suis capable de valider dont je suis capable de valider la validité, enfin valider la validité, oui c'est possible parfaitement, que je suis capable de valider, l'intérêt de ça c'est que je vais pouvoir prendre ce certificat là, me baser sur le certificat qui est au-dessus dans la chaîne, sans avoir besoin forcément de remonter à chaque fois à tout en haut de la racine de ma chaîne pour récupérer l'autorité de certification. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point, le deuxième gros intérêt de la chaîne de certification, c'est que je peux avoir en bas de chaîne des certificats qui sont signés et validés par plusieurs autorités différentes. Ça me permet de conforter encore plus la solidité d'un certificat, puisque mon certificat, pour pouvoir être complètement corrompu, il faut avoir corrompu deux ces autorités de certification différentes. Évidemment, là j'en montre 2, mais ça peut être 35. Donc ça sert à ça, la chaîne de certification. C'est que, à partir du moment où j'ai le certificat qui est tout en bas de ma chaîne, je peux venir valider et récupérer les certificats qui sont au-dessus, et soit je me base sur ces certificats-là, soit je peux remonter jusqu'à la racine, mais je peux aussi enchaîner et avoir plusieurs autorités de certification, du coup, qui vont venir me valider m'émettre et me certifier le même certificat. Voilà qui conclut cette vidéo sur le principe même de définition des certificats et sur qu'est-ce que c'est que l'échange de certificats, et notamment qu'est-ce que c'est que l'échange de certificats X509. Merci d'avoir écouté, merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous encourage évidemment fortement à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos que je serai amené à diffuser, à la partager autour de vous et à globalement la rajouter dans vos sources de veille techno. Voilà, merci de votre écoute. Salut!